Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une transformation assez incroyable, hein, celle de Shenzhen en Chine. Hmm, On a sous les yeux des éléments tirés d'un article, Shenzhen, village de pêcheurs à mégapole futuriste. oui, Et l'objectif, c'est de comprendre comment, en à peine 40 ans, un endroit quasi anonyme est devenu ce pôle technologique mondial, cette espèce de vitrine du futur qu'on nous décrit partout, c'est ça, c'est vertigineux quand on y pense. carrément. Bon, décortiquons ça. Pour commencer, replongeons-nous en 1979. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais Shenzhen à l'époque, c'était quoi? Un petit village de pêcheurs. Tout à fait. Vraiment un petit village plutôt tranquille, isolé dans la province du Guangdong. La vie là-bas, elle était rythmée par la culture du riz, la pêche, un peu de commerce local. Vraiment le cliché du petit port, quoi. Années-lumière de l'image qu'on en a maintenant. Une atmosphère paisible, on imagine les tisanes à la menthe, les histoires au coin du feu. Voilà, c'est un peu ça. Et personne à l'époque n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer. Et pourtant, il y a un truc qui se passe juste à ce moment-là, c'est ça, le fameux tournant de 1979-1980. Exactement. C'est le moment clé. Là, décision politique majeure, le gouvernement chinois, et c'est Deng Xiaoping qui est derrière cette stratégie, désigne Shenzhen comme la toute première zone économique spéciale, la ZES. ZES, Zone économique spéciale. Voilà. Et ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la vision qu'il y avait derrière. L'idée, bien sûr, c'était d'attirer les capitaux étrangers, ça c'est clair. Oui, Mais c'était surtout de créer une sorte de laboratoire, un endroit pour tester les réformes économiques et l'ouverture de la Chine au reste du monde. un laboratoire, d'accord. Et concrètement, ça voulait dire quoi pour une boîte qui voulait s'installer là-bas? C'était quoi les avantages de cette ZES? Ah, ils étaient énormes pour l'époque. On parle d'incitations fiscales très très attractives, des procédures douanières hyper simplifiées. Ça, c'est un avantage logistique énorme. Ah oui, j'imagine. Un accès beaucoup plus facile au financement étranger et même un cadre juridique un peu différent, plus souple que dans le reste de la Chine communiste d'alors. On déroulait le tapis rouge, en gros. C'est exactement ça. Tapis rouge pour les investisseurs et pour l'expérimentation économique. Et j'imagine que ça a marché. L'impact a dû être quasi immédiat, non? Extrêmement rapide. C'est un véritable boom industriel qui s'est enclenché. Des usines qui sortent de terre, mais à une vitesse folle. Ah ouais. D'abord dans le textile, et puis très vite, l'électronique, les machines-outils, des centres de services financiers qui apparaissent, les investisseurs étrangers affluent, beaucoup de Hong Kong, de Singapour au début. Logique, c'est juste à côté. Oui, et puis d'Europe d'ailleurs. Et les entreprises chinoises elles-mêmes, évidemment, saisissent l'opportunité. Donc le paysage a dû changer, mais radicalement, quoi. En quelques années. Fini les rizières et les petits bateaux. Complètement. La construction est devenue frénétique. Des bâtiments qui remplacent les anciennes piscicultures. On construit des routes, des ponts, des ports, mais à un rythme effréné. Waouh. Et forcément, ça a eu un impact direct sur les gens du coin. De nouvelles opportunités d'emploi, dans les usines, dans les bureaux qui commençaient à naître. Certains ont même pu monter leur petite affaire. Ce qui a dû attirer du monde, j'imagine. Énormément. C'est là que commence une migration massive. Des travailleurs de toute la Chine qui affluent vers Shenzhen attirés par la promesse d'une vie meilleure. Et ça nous amène à... Une explosion démographique, c'est ça, hein? Spectaculaire, ouais. On passe de quelques milliers d'habitants fin des années 70 à, tenez-vous bien, plus de 12 millions aujourd'hui. 12 millions. C'est juste colossal. En moins de 40 ans. Colossal. La population a doublé rien qu'entre 80 et 90, et en 2000, ils étaient déjà 4 millions. C'est vertigineux comme rythme. Et cette croissance folle, c'est uniquement la migration ou il y a d'autres facteurs qui ont joué? Alors la migration, c'est clairement le moteur principal, c'est directement lié aux opportunités de la ZES, mais à l'époque, il y avait aussi une dynamique démographique propre. C'est-à-dire? Une fertilité qui était encore assez élevée, genre 4 ou 5 enfants par femme au début, et en même temps une baisse de la mortalité, grâce au progrès sanitaire, la vaccination, une meilleure alimentation. D'accord. La source qu'on a mentionne un exemple, un peu pour illustrer la vitesse de croissance, la ville de Saint-Paul, bon, le contexte n'est pas précisé, c'est un peu étrange ici, qui passe de simples points administratifs à 4 millions d'habitants, représentant 80% de la population d'un pays. C'est juste pour dire à quelle vitesse une zone peut se peupler quand les conditions économiques et sociales sont là. C'est une bonne image, même si le parallèle est peut-être rapide. Fascinant. Bon, avançons un peu. Aujourd'hui, Shenzhen, c'est le laboratoire technologique de la Chine. Tout le monde dit ça. Mhm.
C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Qu'est-ce qui justifie cette réputation, concrètement? Oh, elle est largement justifiée. C'est la concentration exceptionnelle d'acteurs majeurs de la tech. Vous avez des noms comme Huawei, ZTE dans les télécoms, Bien sûr. DJI, le leader mondial des drones civils, ils sont de là-bas. Tencent, le géant de l'Internet, WeChat, les jeux vidéo. Tencent, oui. BYD, énorme dans les véhicules électriques. Xiaomi aussi a une grosse présence. Ils ont tous leur siège ou en tout cas une implantation très forte à Shenzhen. Mais c'est pas juste ça. Ah non? Non, c'est tout un écosystème qui s'est développé autour. Un écosystème, hein, c'est-à-dire... Pas seulement les grands noms. Ah. Non, bien plus que ça. Prenez le quartier High-Tech Park, par exemple. C'est un concentré de labos de recherche, ceux de Huawei, bien sûr, mais aussi le CIAT, l'Institut de technologie avancée de Shenzhen. D'accord. Il y a aussi plein d'incubateurs pour aider les startups à démarrer. Des campus universitaires hyper spécialisés dans les nouvelles techno. Et surtout, beaucoup de collaborations. Entre eux? Ou avec l'étranger aussi? Les deux. Par exemple, ce CIAT, il travaille avec le MIT américain sur une plateforme de test pour les drones. C'est ce maillage entre recherche, start-up, grandes entreprises, universités qui crée cette innovation permanente. Et cette technologie omniprésente, on la retrouve dans la vie de tous les jours des habitants. C'est pas juste dans les labos et les bureaux. Ah mais complètement. C'est peut-être ça le plus frappant en fait. Prenez le métro par exemple. Les stations, c'est plus juste des endroits où on attend la rame. Ah bon? Non, ça devient des sortes de hubs de service, presque des mini-centres commerciaux. On y trouve des trucs assez inattendus. Comme quoi? Des murs d'escalade connectés avec différents niveaux, des capteurs, des petits cinémas qui passent des courts-métrages, parfois en réalité virtuelle, ou même en 4D avec les sièges qui bougent. En ciné dans le métro? Sérieusement? Oui, ou encore des salles de sport ouvertes 24h24, accessibles avec un pass mobilité, avec des coachs virtuels, C'est fou. des boutiques de gadgets, de produits locaux. Et la technologie, elle est partout. Des petits robots, nettoyeurs autonomes hyper discrets qui assurent l'hygiène. Des assistants IA pour vous guider, avec reconnaissance vocale, traduction. Pratique ça. Des écrans géants partout pour l'info en temps réel. Les promos. Il y a même des wagons business class dans certaines lignes. Plus d'espace, Wi-Fi, prise USB. L'idée, c'est vraiment de transformer ce temps de transit, qui est souvent subi, en une expérience plus agréable, voire enrichissante. C'est une vision complètement différente du transport public, ouais. Et j'ai lu aussi des trucs sur les livraisons par drone. Ça, c'est encore un peu gadget ou c'est une réalité là-bas? Alors, dans certaines zones de Shenzhen, c'est devenu une réalité de plus en plus courante. Surtout pour les petits colis, un repas, des petites courses, des médicaments. Et comment ça marche? On commande sur son tel? C'est ça, commande via une appli, et hop, un drone autonome vient livrer le paquet. Ces drones sont bourrés de capteurs, de caméras, ils utilisent la cartographie 3D, des logiciels de navigation super avancés pour éviter les obstacles, s'adapter à la météo. Spécial, réutilisable, conçu pour être écolo et hygiénique. Et niveau rapidité, c'est efficace? Très rapide apparemment. On parle de quelques minutes pour certaines livraisons. Il y a un exemple cité dans une source, une pizza livrée à Lyon en 4 minutes lors d'un test. Bon, c'est un test, mais ça donne une idée du potentiel. 4 minutes? Ouais. Et les avantages sont clairs. Moins de camionnettes en ville, donc potentiellement moins de trafic, moins d'émissions de CO2 vu que les drones sont électriques. C'est pratique. Bien sûr, il y a des défis, j'imagine. Évidemment, la réglementation de l'espace aérien, c'est compliqué. La gestion quand il fait vraiment mauvais temps, c'est pas encore parfait, mais ça avance vite. Moins de trafic, c'est aussi un peu la promesse des taxis autonomes, non? Ah ah, ça en est où à Shenzhen, ça? Si l'on relie cela à une perspective plus large de mobilité, oui, les taxis autonomes, c'est une autre brique importante du système. Ils roulent déjà, sans chauffeur? Oui, dans certains quartiers définis, ils circulent déjà, parfois même sans chauffeur de sécurité à bord. On voit des expérimentations similaires ailleurs, à la Défense à Paris ou avec des pilotes de sécurité à Lyon, Marseille. Et la techno derrière, c'est quoi? C'est fiable? C'est hyper complexe. Des caméras 360 degrés, des capteurs LIDAR, ce laser qui scanne l'environnement en 3D, des capteurs infrarouges. Tout ça, c'est analysé en temps réel par une intelligence artificielle qui pilote la voiture. Elle fait tout? Elle interprète les données, calcule la trajectoire, réagit instantanément aux imprévus, un piéton, un cycliste, lit les panneaux, s'adapte au trafic, à la météo. Impressionnant. Et l'expérience pour le passager, c'est comment? On appelle via une appli et la voiture arrive toute seule? C'est ça, l'idée oui. Commande via une app, la voiture arrive, on déverrouille avec une reconnaissance biométrique ou un code, et après, on peut se détendre, bosser.
Pas mal. Et les bénéfices attendus sont potentiellement énormes. Moins d'embouteillages parce que les trajets seraient optimisés et grâce à la communication entre véhicules et avec l'infrastructure, le V2X, Une meilleure sécurité aussi, peut-être? potentiellement oui, les systèmes réagissent plus vite qu'un humain, plus de confort. Et puis à terme, si ça marche bien, ça pourrait vouloir dire moins de voitures individuelles en ville. Ah oui, ça libérerait de l'espace. Énormément d'espace, moins de parking et une meilleure accessibilité pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. C'est vraiment une vision de la ville qui change. Et cette intégration de la tech, ça va jusque dans les parcs publics. J'ai lu ça aussi. Exactement. Les parcs, c'est plus seulement des espaces verts pour se promener, ça devient aussi des hubs technologiques intégrés à la nature. Comment ça? Vous trouvez des équipements sportifs connectés, avec des capteurs qui mesurent vos pas, votre cadence, même votre posture. Ça enregistre vos performances. Et ça les envoie sur une appli? Voilà. Et l'appli peut vous proposer des programmes personnalisés. Il y a même un coach virtuel intégré. Pas mal. Il y a aussi des jeux en réalité augmentée. Avec votre smartphone ou des lunettes spéciales, vous voyez des éléments virtuels, des créatures, des parcours, des énigmes qui se superposent au paysage réel. Ou des infos sur l'histoire du lieu, sur la nature. Ça rend la balade plus ludique, interactive. Et même les distributeurs automatiques seraient intelligents. Oui, avec paiement par reconnaissance faciale. C'est rapide, sans contact, donc plus hygiénique. Et ils peuvent même vous faire des suggestions personnalisées selon vos habitudes. Carrément. Et le clou, c'est qu'il y a même des robots qui préparent des confiseries à la demande, des glaces, de la barbe à papa, avec des bras articulés. La source cite un robot Icebota. C'est spectaculaire, rapide, hygiénique. Un robot barbapapa. On n'arrête pas le progrès. C'est un peu ça. L'idée, c'est vraiment de transformer les loisirs en expériences interactives, accessibles, mémorables. Mais bon, toute cette croissance ultra rapide, cette concentration de technologie, j'imagine que ça n'a pas pu se faire sans poser de problème, non? Il y a forcément un revers à la médaille. Évidemment, une croissance aussi fulgurante, ça a généré, et ça génère toujours, d'énormes défis. C'est inévitable. Quel genre de défi? Déjà, la densité de population est très forte. Gérer les flux, c'est compliqué. Ensuite, Shenzhen a connu une vraie crise du logement. La demande dépasse largement l'offre, les prix ont explosé. Classique dans les métropoles qui attirent. Oui, et puis les services publics sont constamment sous pression. Les transports, même s'ils sont modernes, sont souvent saturés. Les réseaux d'eau, d'électricité, les écoles, les hôpitaux, tout est tendu. Ça doit créer des tensions sociales. Oui, ça peut créer des tensions sociales, économiques. Et puis il y a aussi ce risque d'isolement, un peu la vie en bulle dans ces immenses gratte-ciel. Parfois on est un peu coupé de la vie de quartier plus traditionnelle. Et comment la ville réagit face à ces tensions, à ces pressions? Est-ce qu'elle arrive à innover aussi pour régler ses propres problèmes? Elle est presque obligée en fait. L'innovation, elle est constante, y compris pour gérer ces difficultés. En matière d'urbanisme, par exemple. Oui. Shenzhen utilise des plans de zonage qui sont très flexibles. Ça permet de réaffecter rapidement des terrains. On a vu des friches industrielles être transformées en arrondissements verts. Avec quoi, des parcs? Énorme, avec plus de 20 lignes, il est conçu pour être facilement étendu, interconnecté. On intègre aussi à fond le vélo en libre service, le Blue Bike, et on expérimente beaucoup avec les véhicules autonomes pour essayer de fluidifier le trafic. D'accord. Et l'environnement dans tout ça? Parce qu'une industrialisation aussi rapide, au début, ça a dû faire mal, écologiquement parlant. Ah oui, absolument. Surtout dans les années 90, la pollution, c'était un problème majeur. Pollution de l'air avec le dioxyde de soufre, les particules fines. L'eau aussi, j'imagine. Oui, pollution de l'eau terrible. Les rivières étaient contaminées par les rejets industriels, les eaux usées. Et la pollution des sols près des usines, avec les métaux lourds, les produits chimiques, c'était lourd. Et ils ont fait quoi face à ça? Alors là, il faut reconnaître qu'ils ont investi massivement, sur plusieurs fronts. Par exemple? D'abord, les énergies renouvelables. Énormément de panneaux solaires sur les toits des bâtiments, une source dit que ça alimenterait 15% des logements. Et même des petits parcs éoliens urbains. D'accord. Et la construction? Des normes de construction basse consommation très strictes. Isolation poussée, récupération de l'eau de pluie, beaucoup de toits végétalisés. Ah oui, les toits verts. Oui, il y a l'exemple d'un bâtiment administratif où le toit végétalisé réduirait l'effet d'îlot de chaleur de 3 degrés. C'est pas négligeable. Non, en effet. La gestion des déchets aussi, elle a été complètement repensée, tri à la source obligatoire, transformation des déchets organiques en biogaz, recyclage intensif du plastique, du métal. Apparemment, ça a permis de réduire de 60% la part des déchets qui partent à l'incinération. C'est énorme. 60%. Oui,
Et enfin, une politique très très volontariste pour créer et protéger des espaces verts. Il y a le grand parc national de Shenzhen Bay, plus de 300 hectares, mais aussi plus de 200 nouveaux parcs, des sentiers pédestres, cyclables, des jardins communautaires. Ils essayent de préserver la biodiversité. Donc un effort considérable a été fait, mais est-ce que c'est suffisant face à la croissance qui continue à tourner? Bah voilà, cela soulève une question importante, hein. Comment on maintient cette dynamique? Comment on continue à améliorer la situation alors que l'économie continue de tourner à plein régime? Et surtout, comment on assure une certaine justice environnementale? C'est-à-dire, c'est souvent les quartiers plus défavorisés qui restent proches des anciens sites industriels ou des grosses infrastructures polluantes comme les autoroutes. Donc assurer que tout le monde bénéficie des améliorations, c'est un défi constant. C'est clair. Derrière toute cette histoire, on a parlé de la décision politique forte au début, la ZES de Deng Xiaoping, mais il y a aussi des individus, des entrepreneurs qui ont vraiment façonné ce succès technologique, non? Ah oui, tout à fait. On a mentionné Deng Xiaoping pour la vision initiale, c'est crucial. Mais le succès de Shenzhen, il doit énormément aux pionniers industriels. Chez Huawei, par exemple, des gens comme Wang Zhenwei ont été clés pour la R&D, la 5G. Et les drones, DJI, c'est eux. Oui, les fondateurs de DJI, Zheng Xian et Zhubin Wang, ils ont littéralement démocratisé les drones grand public. Et puis, Ma Huateng, le fondateur de Tencent, avec QQ puis WeChat, il a créé des écosystèmes numériques qui dominent complètement en Chine. Et il y a une synergie entre ces boîtes et le gouvernement local. Ah oui, c'est crucial. Le gouvernement local a fourni le cadre favorable, les incitations fiscales, les infrastructures dédiées. Et en retour, ces grandes entreprises, elles ont aussi contribué à moderniser la ville. Elles ont cofinancé des routes, des ponts, la fibre optique. Elles ont aussi formé énormément de main-d'œuvre. C'est un cercle vertueux en quelque sorte. Mais cette imbrication très forte entre la tech, l'économie, la vie quotidienne, ça soulève quand même des questions assez fondamentales, non? Sur la vie privée, le contrôle, tout ça. Inévitablement. Si l'on relie cela à une perspective plus large, les implications philosophiques, éthiques, elles sont nombreuses et complexes. Prenez toutes ces données qui sont collectées partout. Oui, les capteurs, les applis, la reconnaissance faciale. Exactement. À qui elles appartiennent, ces données? Comment elles sont utilisées? Quels sont les garde-fous contre les abus, contre la surveillance excessive? C'est une vraie question. Et pour les systèmes autonomes? Les robots, l'IA, les voitures? Ben oui, qui est responsable en cas de problème, en cas d'accident? Quel impact ça a sur l'emploi, sur les compétences dont on aura besoin demain? Est-ce que ça va pas creuser les inégalités? C'est ça. Et au-delà de la responsabilité, il y a la question de l'équité et de la justice sociale, non? Exactement. Est-ce que cette Smart City, cette ville intelligente, elle risque pas d'aggraver la fracture numérique, de laisser certains citoyens sur le bord de la route? La protection de la vie privée, c'est un enjeu majeur. Le consentement éclairé des habitants aussi. On sait vraiment à quoi on consent. C'est toute la question. Comment on assure un contrôle démocratique sur ces technologies? Il faut de la transparence sur les algorithmes qui prennent de plus en plus de décisions à notre place. Il faut de la participation citoyenne. Ça existe, ça, des formes de participation. Oui, on voit émerger des initiatives, des conseils citoyens qui sont consultés, qui supervisent certains projets de Smart City. Et puis, il y a aussi la question de l'identité locale. Comment on préserve la culture, l'âme d'une ville, face à une certaine standardisation que la technologie peut amener. Vaste programme. Trouver le bon équilibre entre l'innovation à tout prix et l'éthique, entre une régulation nécessaire mais qui doit rester souple, et maintenir un dialogue public ouvert. C'est sans doute ça le défi le plus complexe pour Shenzhen et pour toutes les villes qui suivent ce chemin. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au final? Quand on regarde le parcours de Shenzhen, c'est une trajectoire absolument unique, sidérante, d'un village de pêcheurs à ce laboratoire mondial. Cette ville qui semble déjà fonctionner avec les technologies de demain. La vitesse, l'ampleur de la transformation, c'est juste fou. C'est vrai. C'est un modèle fascinant. Peut-être discutable sur certains aspects, on l'a vu, mais un modèle indéniable d'intégration technologique poussée à l'extrême. Et tout ça, rendu possible par une vision stratégique très forte et des investissements colossaux. Et l'histoire n'est pas finie, loin de là. Le potentiel de Shenzhen pour l'avenir reste immense. Si elle arrive à maintenir son avance en innovation, elle pourrait vraiment consolider son statut de modèle pour les villes intelligentes et peut-être même durable. On peut imaginer quoi comme prochaines étapes alors?
On peut imaginer des avancées dans la santé prédictive, par exemple, avec l'IA qui analyse en continu des données biométriques, des systèmes de transport encore plus intégrés, hyper rapides, entièrement automatisés, la réalité augmentée partout pour s'orienter, pour travailler. Mais les défis restent ouverts, j'imagine. Oui, les défis demeurent. Réussir complètement la transition énergétique des industries qui restent, renforcer vraiment la participation citoyenne, peut-être via des plateformes numériques pour co-créer des projets, notamment environnementaux, et surtout, ancrer solidement les principes éthiques, l'équité, la transparence, la vie privée, au cœur des décisions politiques et technologiques. C'est ça le plus dur. Justement, pour finir, une question qui reste un peu en suspens. Compte tenu de cette trajectoire de Shenzhen, qu'est-ce qui, dans son modèle, offre la leçon la plus pertinente pour d'autres grandes villes qui cherchent à se préparer pour l'avenir? Est-ce que c'est sa rapidité folle, son intégration technologique quasi totale, la planification très centralisée qu'il a permise, ou sa capacité à innover, même face aux défis qu'elle a elle-même créés? C'est une excellente question. Voilà qui conclut notre exploration de la fascinante métamorphose de Shenzhen, une ville qui, clairement, n'a pas fini de nous surprendre et de nous interroger.